Bonjour à tous, merci de vous joindre à ce nouveau podcast XFIT Trends, XFIT Tendance, que vous soyez sur YouTube, sur une plateforme de podcast, Spotify, Apple Music, peu importe. Nous sommes heureux de vous entendre aujourd'hui avec nous, que vous joigniez à nous pour discuter d'un sujet surtout très tendance vu qu'on arrive bientôt aux JO cet été, aux Jeux Olympiques de Paris en plus, Paris 2024. On va donc parler de dopage. Dopage donc qui est souvent rattaché à athlètes de haut niveau. Et donc pour en parler, on a invité Aurélien. Aurélien que tout le monde te connaît en fait. C'est pas sûr. Salut C'est Étienne, pas sûr. merci de m'avoir invité en tout cas. Je suis content de venir sur l'antenne. C'est la première fois que je viens dans le podcast, même si j'ai l'habitude Ouais. de prendre la parole à tes côtés. Maintenant, les gens sont un peu Ouais. habitués à ça peut-être. Mais en tout cas, Ouais, le podcast, exact. je suis nouveau. Les gens qui nous connaissent depuis longtemps ont assurément déjà entendu Aurélien, mais si par pur malheur quelqu'un sort d'une grotte et ne te connaît pas, est-ce que tu veux te présenter un peu parce que tu as quand même un background et un recul assez intéressant sur les athlètes de haut niveau qui va être intéressant aujourd'hui. Là. Ouais, je vais circonscrire ma présentation au thème du jour, puisque moi, effectivement, je suis un préparateur physique qu'on pourrait qualifier de globe-trotter, puisque j'ai travaillé dans différents pays. Tu sais que j'ai fait mes armes au Real de Madrid quand j'étais jeune préparateur physique. Donc en Espagne, je me suis évidemment beaucoup entraîné au Brésil, puisque je viens des sports de combat, et notamment du jiu-jitsu brésilien. Et puis, ma carrière professionnelle m'a amené à préparer les Jeux de Londres à Londres, en Grande-Bretagne, les Jeux de Rio en À Russie, presque, presque à l'autre bout de la planète, en Russie, mais il se trouve que sur le chemin, il y avait les Jeux de Sochi, donc j'ai finalement vécu 2 Olympiades à domicile, en plus de celle qui est en train de se dérouler 2024, même si je suis un peu moins aux affaires, j'ai encore quelques athlètes en conseil et en suivi qui feront la compète cet été à Paris. Et donc, forcément, qui dit Brésil, Espagne, Russie, tout ça dit beaucoup de fantasmes. Grande-Bretagne, un des pays normalement qui ne triche pas et qui pourtant gagne. Donc, il y a plein de trucs à raconter, des trucs à ne pas raconter parce que des fois il n'y a rien non plus finalement à raconter. C'est pas toujours aussi excitant que ce qu'on peut l'imaginer. Mais on va débattre de tout ça, ça va être intéressant. Super, ben effectivement, fait un background vraiment dans le sport de haut niveau. Et aujourd'hui, tu continues à accompagner certaines personnes, mais tu possèdes aussi un centre d'entraînement physique sur Paris. Ouais, c'est ça. J'ai un studio de coaching qui sert évidemment aux athlètes de haut niveau qui continuent à travailler à mes côtés ou avec mes équipes. Et puis, c'est ouvert à tout le monde. J'essaie de vulgariser au maximum tout ce qu'on développe dans le sport de haut niveau et de le mettre à disposition du plus grand nombre. Donc, c'est aussi un centre de sport santé, mais aussi un centre de sport loisir et puis de fitness classique. C'est un studio de coaching en ce moment. Superbe. Ça s'appelle FitStation. FitStation, si quelqu'un ceux qui veut veulent venir regarder. nous voir sur la ligne 8. Exact. Puis, j'ai dit Paris, mais je pense que c'est un peu à l'extérieur malgré tout. Là, tout petit peu, ouais, c'est au bord du bois de Vincennes. Donc effectivement, pour un Parisien, c'est pas Paris. Pour un Québécois, en revanche, c'est en plein. Et voilà, c'est ça, j'ai simplifié. On parle de dopage, comme je disais, c'est un thème, je trouve qu'on sort au bon moment, puisque les Jeux Olympiques arrivent, et puis c'est un peu un thème récurrent quand les Olympiques sont là, de parler de dopage, à la même manière quand il y a une grande compétition sportive, on parle de ça. Mais quand on parle de dopage, peut-être faire un pas de recul, qu'est-ce qu'on entend par dopage? De quoi on parle réellement? Ouais, il faut bien circonscrire ça parce qu'effectivement, y a tellement de passion. Je vois le dernier post que j'ai fait sur le sujet, si vous voulez aller voir, je parlais de la prise de masse de Wemby, notre basketteur. Qui est très probable, très hautement probable. J'annonçais entre 20 et 30 kilos, et on a déjà pris 7 depuis que j'ai fait mon podcast. Évidemment, tout le monde va se ruer sur l'histoire du dopage. Bon, c'est quoi le dopage en fait? Parce que finalement, toute amélioration artificielle des performances pourrait, d'un certain point de vue très populaire, être considérée comme du dopage. Le dopage, ça fait référence à l'usage de substances, méthodes, pas que des substances, puisqu'on peut considérer certaines méthodes physiologiques d'entraînement comme du dopage.
Mais ce qui est important dans la définition, c'est que c'est interdit. C'est que c'est interdit par les instances dirigeantes du sport, et notamment l'Agence mondiale antidopage, et qui implique la santé de l'athlète. Voilà. Pour moi, il y a 2 paramètres importants. C'est quand la santé de l'athlète est mise en jeu, d'une manière ou d'une autre, et évidemment que le produit consommé est sur une liste ministérielle antidopage ou d'une agence, la plus connue étant l'Agence mondiale antidopage. Ouais. Donc ça c'est clair finalement, c'est binaire. Si on prend de la créatine, c'est pas du dopage. Parce que c'est pas inscrit. Mais en gros, où est-ce qu'on se rejoint? N'importe quel produit, théoriquement, pourrait être du dopage s'il est interdit. Donc, ce qui fait que c'est du dopage, c'est que c'est un produit interdit. C'est de la triche, en fait, un peu. Oui, c'est de la triche. Et effectivement, si demain on trouvait, je sais pas moi, une méthodologie d'entraînement qui améliorait de manière anormale et spectaculaire la performance, je sais pas moi, une machine en apesanteur et qui serait considérée comme dangereuse et puis surtout dénaturant la performance par une de ces agences, elle l'inscrirait sur la liste des procédés de dopage, des procédés dopants, et ce serait donc interdit. Voilà. Exact. Et ça, c'est intéressant parce que donc il y a une dimension, je suis d'accord, hyper binaire, qui est est-ce que c'est permis ou non permis. Et donc, autant il y a un enjeu de santé, il y a aussi juste un enjeu il faut mettre des paramètres, circonscrire un sport pour que tout le monde joue compétitif. Et puis donc, quand c'est du dopage, c'est donc pas... T'es hors des règlements, là, tout simplement. Oui, puisque tout le dopage, d'ailleurs, n'est pas forcément mauvais pour la santé, ni même établi comme tel. Hein. Il y a des produits, d'ailleurs, des médecins qui sont dopés. C'est pas que dans le sport de haut niveau. Il y a des médecins qui passent 50 ou 60 ans sont dopés pour d'autres raisons. Il y a sans doute des contre-exemples à foison. Hein. Quand je prends la parole sur le dopage, j'ai beaucoup de gens, et c'est ce qui a fait un peu peur, d'ailleurs, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui défendent des pratiques dopantes. Y compris en Occident, de manière très ouverte et de manière assez spectaculaire sur les réseaux sociaux. On voit des influenceurs fitness notamment, qui prennent la parole sur des produits qui incitent à la consommation. Tout le monde laisse faire, c'est assez spectaculaire parce qu'à la fin, au-delà du côté interdit des choses, c'est la drogue. C'est comme du trafic de stupéfiants, je veux dire, quand on en vend. Oui, mais c'est camouflé par des performances à améliorer. Mais justement, parlons-en. De quoi qu'on parle le plus souvent? Qu'est-ce que tu vois le plus souvent sur les réseaux sociaux? Tu es en train de parler de personnes qui réfèrent justement des produits dopants. C'est lesquels? De quoi qu'on parle? C'est souvent une partie de la population qui pratique la musculation à des fins esthétiques. Sans doute des ersatz du bodybuilding, puisqu'il y a de moins en moins de pratiques compétitives du bodybuilding, mais toujours autant de pratiquants amateurs et autonomes. Alors évidemment, avec peut-être des standards esthétiques qui ont évolué, on est peut-être un peu moins à la poursuite des volumes absolus, etc. Mais enfin, à partir du moment où on cherche à être le plus beau possible et que sa santé est secondaire par rapport à cet objectif-là, alors on n'a plus qu'un pas à faire pour tomber dans le dopage. Derrière, il y a évidemment une industrie très importante. On sait qu'il y a un grand fabricant qui a été condamné récemment pour trafic de drogue, concrètement. Donc un grand fabricant de compléments alimentaires. Donc on sait aussi que la frontière est très fine entre la supplémentation alimentaire et la supplémentation illégale et mauvaise pour la santé. Et c'est bien dommage parce qu'à l'inverse, prendre le contrôle de son alimentation par la consommation de créatine, de protéines, etc., moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que ça incite les gens à comprendre un petit peu mieux les macro et micronutriments, à s'intéresser un petit peu plus à ce qu'ils mettent dans leur assiette. Et il y a un peu ce débat récurrent sur... je me rappelle, j'avais cette discussion avec le directeur du haut niveau en haltéro. On n'était pas d'accord du tout. Arnaud, si tu me regardes, je te fais un petit coucou. Arnaud Ferrari, qui considérait en haltérophilie que l'équipe de France devait d'abord assainir ses modes de vie. On parle de gamins d'une vingtaine d'années, donc ils vont au McDo, de temps en temps ils picolent un peu. Enfin, rien de fou, mais c'est pas ce qu'on espère non plus en tant que directeur du haut niveau, évidemment. Oui. Et donc, son approche de la supplémentation, c'était de dire non, on contrôle d'abord ce qu'ils mangent
de base, et ensuite on verra pour introduire la chimie, quoi. Ouais. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je me dis, si un gamin il commence à prendre des protes, il lit la notice, si c'est bien fait, il comprend un petit peu mieux ce qu'on met dedans. Si on lui explique les dosages, etc., bah, il comprend qu'à un moment donné, il faut mettre un peu de sens dans tout ça. Mais surtout, au bout d'un moment, il ne va plus au McDo caca, parce qu'il sait, il sait ce qu'il est en train de faire, et finalement, c'est un peu de l'éducation quelque part. Ouais. Donc moi, je trouve ça bien, je suis plutôt favorable aux compléments alimentaires. En revanche, effectivement, de l'autre côté, il faut bien rester dans les clous, bien rester dans les normes AFNOR qu'on a en France, ou les Wall Protect, les différents labels qui permettent d'être sûr de ce qu'on a dans notre shaker. Ouais. Parce qu'il y en a qui marchent mieux que d'autres, les shakers. Oui, il y en a des plus... Ouais, on ne rentrera pas. Je pense qu'on ne peut pas parler de dopage sans parler de stéroïdes. C'est ça, et souvent le vrai problème, c'est quand on rajoute dans le pot des stéroïdes pour que le produit marche mieux. C'est un peu le problème aussi avec les frontières qui sont tombées chez nous, c'est que les règles ne sont pas pareilles en Pologne ou même en Allemagne. Hein. Et du coup, on arrive à récupérer des fois des pots qui sont un peu frelatés, qui sont un petit peu pimpés, on va dire. Ouais. Et il n'en faut pas beaucoup des fois pour que ça marche très bien. C'est ça le problème. Ouais. C'est où on met la frontière. C'est-à-dire que je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette étude qui a été réalisée à Lyon. Ça a été fait en France, où on a créé un programme de micro-dopage. T'as déjà entendu parler de ça? Non. Ben, le terme microdopage, je crois que oui. Mais disons surtout pour tout le monde qui nous écoute. Ouais. Ben, en fait, ce microdopage, si vous voulez chercher un petit peu, c'est Pierre Sallet, un chercheur au milieu des années 2000, 2010, je crois que c'est 2014 ou 2015, quelque chose comme ça, qui a microdopé un certain nombre d'athlètes volontaires. Alors en l'occurrence, c'était pas aux stéroïdes, c'était plutôt sur des efforts d'endurance. Encore que les stéroïdes peuvent aussi être utilisés en endurance. On sait que Lance Armstrong, il en avait dans son package. Et en fait, il les a tous mis sous les doses détectables. Donc il les a engagés sur des compétitions d'élite ou de pré-élite. Et il les a tous mis sous les doses détectables pour voir l'impact sur les performances. Bon, faut lire l'étude, c'est absolument hallucinant. Non seulement leur performance explose, leur récupération aussi, mais dans la vie de tous les jours, souvent, du coup, c'est des athlètes plus ou moins amateurs ou semi-professionnels, donc ils sont chefs d'entreprise ou ils sont étudiants. Ou, finalement, ils se retrouvent à niquer toutes les secrétaires, ils se retrouvent à travailler jour et nuit, à se lever le matin sans avoir besoin de dormir. Enfin, tous les paramètres de la vie de tous les jours sont surboostés par ce mini dosage. Donc il faut bien comprendre que non seulement le dopage, ça marche, mais qu'en plus, ça marche à toute petite dose. Ouais. Et donc c'est là qu'on met le doigt dans l'engrenage, si tu veux, parce que tout le monde va évidemment pas se jeter sur des injections qui demandent un pharmacien, qui demandent à être suivi par un médecin spécialiste véreux. Enfin, avant ça, il y a des étapes hyper insidieuses qui malheureusement commencent dans les vestiaires de Basic Fit ou de Fitness Park, quoi. Et, c'est dans la salle du coin. Hein. Je pointe pas du doigt plus Basic Fit ou quoi. Hein. C'est première, c'est pour dire que c'est des mass gyms dans lesquels on a des gens tout à fait normaux qui viennent. Et que c'est finalement là, sans doute, qu'on est le plus exposé au dopage, davantage qu'aux Jeux Olympiques, au final, où ils sont tellement marqués à la culotte que... Exact, et du dopage incontrôlé et donc plus dangereux. Là où l'athlète de haut niveau aux Jeux Olympiques a sûrement une plus grande équipe autour de lui pour le supporter au besoin, si réellement il prend ce chemin-là. Là. Tu veux peut-être qu'on définisse un peu les stéroïdes, stéroïdes anabolisants, parce que c'est... Ouais, puis surtout se dire, est-ce qu'on en entend plus parler? Est-ce qu'on l'utilise plus qu'avant? Ou comment qu'on retrace un peu l'histoire des stéroïdes, selon toi? Alors, je sais pas si on en entend plus parler qu'avant, parce que les stéroïdes, on sait, le but, c'est quand même principalement d'augmenter la masse musculaire,
Mais ça joue aussi sur le temps de récup entre les entraînements, ça améliore la performance athlétique de manière générale. C'est un des produits les plus connus et les plus démocratisés, on va dire, dans le dopage. En préparant cet épisode, j'essayais de me rappeler un petit peu des grandes étapes qu'il y a eu. En gros, dans les années 30, on invente le procédé. Dans les années 50, après-guerre, on commence à le déployer. Et puis, dans les années 70 ou 80, on commence à s'en inquiéter. Okay. La généralisation et la banalisation de l'utilisation, notamment dans les sports de poids et haltères, évidemment, et puis avec l'essor du culturisme qu'on connaît à ce moment-là, pousse les autorités à créer une agence indépendante, l'AMA indépendante. On racontera deux, trois histoires là-dessus. L'AMA. Bon, les grands classiques, j'en parlais tout à l'heure, Lance Armstrong. Oui. Qu'on connaît bien, le cycliste pour ceux qui veulent rechercher, là. Ouais, dans notre génération, en tout cas, toi et à moi, il y a l'incontournable Marion Jones, qui finalement était, si je me rappelle bien, condamné plutôt pour parjure que pour consommation et trafic de drogue. C'est plutôt son partenaire de l'époque qui avait été incriminé à plusieurs niveaux. Bon, l'affaire la plus connue sur les stéroïdes, c'est l'affaire Balco quand même, qui avait amené la chute de Tim Montgomery, notamment, mais bon, ça avait touché énormément d'athlètes. Puis là où c'est remis un petit peu à plat et sur le devant de la scène, c'est plus récemment avec le fameux rapport McLaren. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce rapport. Non, pas lui. Au ministère des Sports, évidemment, c'est quelque chose qui a beaucoup circulé et qui a été ensuite un peu démocratisé par certaines séries télé, puisque le rapport McLaren a mis à jour le dopage d'État en Russie. Ah oui. Organisé sur plus de 1000 athlètes, qui a conduit avec évidemment... les portes camouflées pour faire disparaître et échanger les échantillons d'urine. C'est ça. Et c'est là que je suis un peu embêté sur le dopage, parce que pour le coup, moi j'ai vécu en Russie, j'ai travaillé en Russie avec une des équipes les plus performantes de Russie et du monde entier et de toute l'histoire du sport, puisque le judo russe, sur les années où j'y étais, a absolument battu tous les records, pas sur une Olympiade, mais sur 2. Donc c'est vraiment la plus grande équipe du monde. Ils ont l'équivalent de 5 champions olympiques potentiels par catégorie de poids. À la fin, ils font 3 champions olympiques sur 7 possibles. Enfin, c'est vraiment une boucherie. Et là, évidemment, tout le monde, en plus avec des gros mots dans l'équipe, tu sais, Tchétchénie, Daghestan, tu vois, des trucs que la propagande occidentale en général monte du doigt. Aime beaucoup. C'est ça. Bon, pas de bol. Il n'y a même pas de médecin en équipe de Russie. C'est interdit. C'est-à-dire que le directeur du haut niveau, qui s'appelle Ezio Gamba, qui est toujours directeur du haut niveau, d'ailleurs, qui est un Italien, le répète à chaque entraînement. Il dit: on a tellement de projecteurs sur nous, on a tellement le doute de partout, que je n'accepterai pas le moindre écart. Donc, même un cachet d'aspirine, vous me demandez avant de le prendre. Ouais. C'était ça sa philosophie. Il a jarté les médecins russes pour être certain qu'il n'y ait pas d'influence dans le programme. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de dopage et qu'il n'y a pas eu de cas de dopage sur cette période-là. Il y a 190 athlètes dans le squad, peut-être 300 en pré-squad, en pré-élite. C'est monstrueux, évidemment, on ne peut pas contrôler tout le monde. Il y en a qui s'entraînent 90% du temps dans l'Oural, on ne les voit pas. Bon. Ouais. Il y a eu des athlètes qui ont été testés et condamnés à ce moment-là, comme en France. Hein. Il y en a aussi. Ah oui, comme partout. Comme au Canada, j'imagine. Non, le Canada, c'est bon. C'est correct. Ils sont dopés à la poutine. On est les seuls. Comme en Russie. C'est ça, exact. À la poutine, au froid et je sais pas, au caribou. Et c'est vrai que ça nous rappelle une chose importante, c'est que le dopage, il est, je pense, sport dépendant d'abord. Ouais, il est omniprésent de toute façon, c'est un peu le chat et la souris, il va toujours exister, parce que c'est aussi la recherche de la performance, c'est la recherche de la dernière tendance, c'est la recherche du dernier produit, donc c'est un peu perpétuel. C'est ça, et il y a des sports où c'est beaucoup plus marqué que d'autres. Donc ça c'est le premier point. Je pense que vraiment le côté sport dépendant plus que pays dépendant est vraiment important.
Ensuite, ça, c'est lié aussi au nombre de contrôles. C'est-à-dire que pourquoi il y a autant de culturistes qui sont contrôlés positifs? Bien sûr, sport dépendant. Oui. Mais comme c'est sport dépendant, l'agence française antidopage contrôle qui? Contrôle les culturistes. Donc ça augmente encore la stade de c'est ce un sport. Cercle vicieux, c'est autogénérant. Exactement, c'est autogénérant, tu as tout à fait raison. De la même manière que, ça c'est le deuxième point, c'est que c'est culturellement dépendant. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des strates sociales où ça va être plus un réflexe que d'autres, des espaces d'influence socio-économiques qui vont être plus marqués que d'autres. Et donc là aussi, c'est difficile de généraliser à un pays une stratégie de dopage. Il ne faut pas oublier que le dopage, il est né sur les routes du Tour de France, hein, quand même. Ouais. C'est le Français qui va le rappeler, quand même. Fais attention, tu vas t'attirer des flèches de tes compatriotes. Parlons, un truc qui m'intéresse moi aussi, là, c'est souvent on essaie de pas en parler du dopage. Tu as toi-même dit que au début, là, tu viens tout juste de dire que tu vois sur les réseaux sociaux du monde en parler ouvertement, que c'est étrange. Ma question est, est-ce que c'est un impact positif ou négatif de faire exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment? Donc, dis positif parce que si c'est négatif, il faudra arrêter immédiatement. Mais est-ce que c'est positif ou négatif d'en parler? Est-ce que d'en parler banalise un peu la situation? Comment est-ce que tu vois qu'on devrait en discuter en tant que tel? Ouais, je vois bien le sens de ta question. C'est vrai que on est un peu le cul entre deux chaises. C'est pas tout à fait une omerta. C'est pas tout à fait un tabou. C'est pas vrai de dire ça, puisque la preuve, on fait une émission dessus et on est quand même assez à l'aise de le faire. Ouais. Les médias s'en emparent assez régulièrement. On a l'affaire Pogba qui a explosé. Voilà. Mais à l'inverse, je trouve qu'on n'en parle pas assez dans le sens où du coup, ça laisse libre cours à tout un tas de fantasmes complètement idiots. Hein. Moi, quand je prends la parole dessus, c'est tout le monde est dopé dans le haut niveau. Ouais. Bon, écoute, je suis désolé, moi j'en ai entraîné 10 des champions olympiques. Je peux te dire qu'eux, ils ne sont pas dopés. Je travaille dans plusieurs sports professionnels et avec beaucoup d'argent. Je peux te dire que si le dopage il y a, c'est plutôt en soirée que sur la piste. Donc, au fond, ça alimente une espèce de fantasme. Et ce fantasme masque non seulement des pratiques de haut niveau qui sont plus clean que ce qu'on imagine, je pense, sincèrement. Peut-être un peu naïf là-dessus, mais j'ai quand même, encore une fois, été dans des endroits particulièrement exposés. Et reste un peu marginal dans encore une fois, certains sports, certains pays, certaines pratiques. Mais c'est pas une généralité, c'est pas bien de faire des généralités. Et surtout, ça masque ce pseudo-débat qui concerne 6000 athlètes dans le monde, quoi. Ça, les Jeux Olympiques, hein, tout compris, tout mélangé. Voilà, allez, 10 000 athlètes. Allez, on va écarter. Mais c'est personne, 10 000 athlètes. C'est personne. Quand bien même ils seraient tous dopés. C'est pas un problème de santé publique, tu vois ce que je veux dire. En revanche, ce que je décrivais tout à l'heure sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux et dans nos gyms en bas de chez nous, là, par contre, c'est un problème de santé publique. C'est des gamins de 16 ans, c'est des gamins qui sont pas bien dans leur peau, qui vont tomber dans des raccourcis pour devenir beaux, devenir forts, alors qu'on sait très bien qu'il y a plein de façons de faire qui sont peut-être un peu plus longues, mais qui sont autrement plus durables et moins chères en plus. Et mal accompagné dans ce processus-là. Donc effectivement, le risque pour les jeunes est énorme. Mais dans le contexte où est-ce qu'on dit que le risque est énorme, et principalement pour les jeunes, mais il faut sûrement en parler beaucoup plus pour justement exposer au grand jour ce qu'on est en train de parler, de justement retirer les tabous, parce qu'on le sait, à l'inverse, à chaque fois que ça devient un tabou, ça ne fait qu'augmenter la désirabilité de la chose, en fait. Ouais, c'est ça, ça nourrit les fantasmes. Alors effectivement, je vois après le pendant de ta question, c'est de dire, si on en parle finalement, c'est donner une tribune à ces choses-là. C'est pas le cas, parce que ce qu'on va rappeler ici, c'est que c'est pas une bonne idée de se doper. C'est pas une bonne idée. Et parlons de ça justement. Premier point, on parle de dopage en général, stéroïdes. Premièrement, voyons, c'est quoi, comment ça l'affecte les performances athlétiques. Mais 2 minutes après, j'aimerais savoir quelles sont les conséquences pour la santé en tant que telle. Donc parlons-en justement de ces deux éléments-là.
Ouais, bon, c'est toujours difficile de mesurer les conséquences sur la santé, puisque c'est au long cours. C'est comme pour le tabac, si tu veux. On a toujours l'exemple du grand-père qui a fumé toute sa vie et qui est mort à 99 ans, qui a enterré tout le monde. Et, oui, qui buvait un verre de whisky et une cigarette. Voilà, bon, en réalité, et à l'inverse du mec qui performe à chacun, jamais pris la moindre clope, la moindre truc, et puis qui est mort à 30 balais d'un cancer du poumon, tu vois. Donc, c'est toujours difficile à mesurer. Bon, ce qu'on voit, c'est que quand même les anciens qui ont été très dopés, là, ils nous montrent qu'on peut vivre longtemps en étant dopé en plus. Même si Schwarzy, on a sa deuxième opération cœur ouvert là, qu'il a eu il y a une dizaine de jours. D'aucuns diront mais est-ce que c'est vraiment lié au dopage? On n'en sait pas. C'est pas vraiment. C'est pas si évident que ça. Moi, j'aimerais à 75 ans être comme Stallone. Tout au plus, c'est une petite désinsertion du pectoral. Il s'en sort plutôt bien vu ce qu'il a dû se mettre dans la tronche. Les Rolling Stones, bon, ils ont freiné un petit peu, mais enfin, ils sont encore en concert. Heureusement que Johnny Hallyday est mort à un moment donné, parce que tu te dis putain, finalement c'est plutôt bon pour la santé là. Donc il y a toujours ces contre-exemples qui viennent alimenter le truc. Ce qui est important, c'est peut-être de manière très très rationnelle de dire mais en réalité il n'y a pas besoin de dopage pour arriver à ces objectifs esthétiques ou de performance. Et arrêtez de croire, c'est le premier fantasme que j'aimerais faire tomber, arrêtez de croire que tous les gens que vous voyez à la télé qui ont des performances surhumaines, qui sont hyper secs, qui sont hyper beaux, qui ont des physiques hyper athlétiques, hyper explosifs, sont dopés. C'est pas le cas. Souvent, ils sont juste très entraînés. Et ça, d'abord, c'est gratuit. Ça, c'est un argument que je pense que les jeunes peuvent entendre aujourd'hui. C'est gratuit, c'est beaucoup plus facilement maîtrisable et c'est surtout beaucoup plus durable. Parce qu'à l'inverse, ce qu'on sait, c'est que quand on stoppe des cures de produits dopants, c'est compliqué parce que, encore une fois, en fonction de ce qu'on a pris, on a souvent développé une espèce d'addiction, la drogue. Et du coup, c'est pas si facile d'en sortir. Et surtout, c'est la course à l'échalote, puisque pour maintenir ces résultats-là, qu'ils soient esthétiques ou de performance, il va falloir continuer à en prendre. Donc, pour moi, c'est l'idée la plus forte selon laquelle il faut vraiment, vraiment pas se doper. Après, le problème, c'est toujours de perturber des organismes fragiles. Et ça, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe quand on expose notre organisme à... Il n'y a aucune étude plus macro, justement, parce qu'on va toujours trouver un contre-exemple. Hein, le contre-exemple confirme la règle, mais est-ce qu'il existe une étude macro sur l'impact ou non? Pas à ma connaissance, non. Il aurait fallu que tout le monde soit honnête dès le départ et puis qu'on puisse faire un suivi. Il y a une complexité derrière tout ça qui est le fait que les gens ne le disent pas. C'est ça. Bon, on voit là de plus en plus de langues qui se délient sur les morts dans le peloton, des cyclistes ou des sportifs d'endurance qui meurent prématurément à 50 ans. Et puis il y a des coéquipiers qui disent bon, bah voilà, nous on est persuadés que c'est lié à tout ce qu'on s'est mis dans la gueule pendant toutes ces années. Mais encore une fois, ce ne sont que des témoignages. Des perceptions, exact. C'est pas, ça se trouve, il serait mort de toute façon. On n'en saura jamais rien. On sait à court terme les impacts que ça a sur certaines drogues, pas toutes, sur la sexualité, sur la capacité reproductive des uns et des autres, sur l'humeur, sur l'irritabilité, quand on vend on n'a pas inventé ces images pour rien. Quand on vend notre âme au diable, il y a toujours un prix, toujours élevé. C'est pas forcément celui qu'on pense, mais finalement on va le payer quand même, d'une manière. Super. Je comprends. Mais puis un jour, est-ce qu'à ta connaissance, il y a une étude actuellement en place qui va être sur le très long terme, sûrement, mais qui a pour objectif d'avoir des statistiques plus macro ou non? Vraiment, j'en connais pas, moi. Je sais pas si tu en as une en tête, mais... Non, pas du tout, mais je comparerais par exemple aux ultra-trails ou les ultra-marathons, par exemple. Il y a de plus en plus d'études qui ont été justement sur du très long terme qui commencent à sortir sur l'impact que ça a sur le cœur des athlètes.
Donc je me disais peut-être qu'il y en avait une. Si quelqu'un qui nous écoute en connaît une, là, qui puisse nous la partager. Mais effectivement, peut-être qu'il y a un aspect difficile dans le dopage pour en faire une étude, qui est le fait que c'est tabou. En fait, je vais pas le dire que je suis dopé, surtout que ça me disqualifie automatiquement sur les grandes compétitions. Donc c'est interdit. Donc je peux pas le dire. Si je ne peux pas le dire, je peux pas faire une étude. Ça stopperait ta carrière directe. Donc faudrait faire exact. C'est plus difficile. Ou alors il faudrait un pays qui triche tout le temps. Probablement que eux, ils sont capables de mener des études, mais il n'y a pas tant de pays que ça. C'est vrai que je me rappelle de cette anecdote en Biélorussie où au bord du stade, il y avait un pharmacien. Déjà en soi, ça c'est louche. Ouais. Et puis en discutant avec lui, le mec prenait la parole très ouvertement, lui, sur le dopage, en disant oui, en Biélorussie, il y a un dopage d'État organisé, et il est de notoriété publique. Et tu lui dis, bah oui, mais c'est fou, tu me dis ça comme ça alors que je suis un pays concurrent, etc. Il dit, bah oui, mais ici on est en Biélorussie. Et bon, il y a quand même la charte anti-dopage quand même. Ah, mais nous on l'a pas signé. Nous on l'a pas signé. D'ailleurs, à cette époque-là, les Américains non plus l'avaient pas signé, pas les Chinois non plus. Donc il dit, cette charte, c'est intéressant comme discussion. Le mec il dit, cette charte, elle n'engage que ceux qui la signent. Et donc au final, mais nous, qui tout ne le l'avons monde pas pour signé, participer aux Jeux Olympiques ont besoin de la signer? Non. Non. Enfin, en tout cas, à cette époque-là, ce n'était pas le cas. Je ne sais pas si aujourd'hui ça a évolué là-dessus, je ne suis pas au courant. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le mec te dit très clairement, nous, on a deux objectifs simples. Ne pas nous faire gauler aux championnats du monde, ne pas nous faire gauler aux Jeux Olympiques. Voilà. Le reste du temps, on est chez nous, on s'entraîne ici, on organise les tests qu'on veut et... Tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Voilà. On est d'accord. Wow. Parlons plus terre à terre pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont des athlètes ou qui parlent à des jeunes athlètes, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vont utiliser XFIT ou utiliser Sport Scientist qui sont justement avec des jeunes athlètes. On les a définis comme étant justement peut-être les personnes avec le plus propice à les essayer quand il y a clairement d'autres méthodes et que c'est plus dangereux pour la santé. Donc, parlons concrètement, un coach aujourd'hui, comment est-ce qu'il peut parler avec ses athlètes de ce sujet-là? Est-ce qu'il doit en parler? On a un peu dit oui tout à l'heure, mais comment est-ce qu'il l'aborde pour minimiser ce risque de dopage auprès de ses athlètes? Personnellement, moi, je l'ai toujours abordé de manière très libre. Ouais. C'est un peu comme la façon dont je parle de la clope avec mes enfants. Ouais. Je pense qu'il faut accepter le fait que de toute façon, c'est pas nous qui sommes en contrôle de ça. Ouais. Donc, on n'a pas la main. Donc, c'est pas en bloquant les gens que on les empêche de faire. Hein, s'ils sont déterminés à faire. Et souvent, c'est vrai que ça fait l'inverse. Bah ouais, surtout sur ces publics-là. On est sur une génération défiante. On est sur une génération qui a un accès au savoir et qui, pour tout un tas de raisons, développe des réflexes d'ego très différents de nos générations à nous. Donc, dites-leur non, vous allez voir ce qui va se passer. Il y a un rapport à la drogue en général qui a évolué. Oui. En tout cas en Europe de l'Ouest, je ne sais pas comment c'est au Canada, mais chez nous, il y a un rapport à la drogue festive notamment qui a mais nous, on a légalisé la marijuana quand même au Canada. C'est un très bon exemple, voilà, et c'est sans doute l'exemple le plus mignon qu'on puisse sortir, parce que évidemment, les soirées parisiennes, c'est pas de la marijuana. Et pour autant, tous ces produits sont encore sur la liste des substances dopantes. Donc il y a un peu de contrôle positif à des trucs qui sont en vente libre aujourd'hui, tu vois, ou plus ou moins libre, en tout cas d'accès facile, et qui en apparence n'ont rien à voir avec la salade, puisque effectivement un gamin pas très intelligent, il va se dire que c'est pas parce qu'il prend un peu de cocaïne en soirée que il va gagner 3 jours plus tard. Sauf que par contre il va perdre 3 jours plus tard s'il se fait gauler. Et toutes les suspensions françaises, je vais citer personne, mais les suspensions françaises de ces dernières années un peu spectaculaires, c'est du dopage de soirée. C'est pas des. C'est pas du dopage de performance. Ben non. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il faut en parler de manière très générale et de rappeler les gens à la réalité de la règle. Et la règle, elle est simple, hein, c'est que si on a 3 no-shows, on est suspendu. Donc voilà, si on sait qu'on n'est pas droit dans ses baskets 1 fois, 2 fois, 3 fois, sauf qu'il y a eu un no-show, il y aura deux autres contrôles qui vont suivre au pire moment.
Le but du jeu derrière, ça va être de piéger la personne, hein, c'est évident. Donc le mieux, c'est encore de rien avoir à se reprocher et de rappeler que quand on fait tous ces efforts-là, c'est pas pour qu'ils partent dans un rail de coke. C'est quand même vraiment très dommage. Alors, d'en parler simplement. D'en parler simplement, d'offrir de discuter avec les athlètes, tout simplement. Puis est-ce qu'il y a des alternatives légales et plus sûres qu'on peut référer à nos athlètes ou non? On a aujourd'hui des outils, évidemment, ça fait rigoler quand ils parlent aux influenceurs fitness qui ont pris 15 kilos en quelques semaines, évidemment. Oui. Mais bon, il faut qu'on garde cette ligne de conduite. Il faut qu'on garde cette ligne de conduite parce qu'encore une fois, elle est plus durable, parce qu'encore une fois, elle est plus maîtrisée, et puis surtout parce qu'elle est légale. Aujourd'hui, on sait qu'on a ces leviers comme le biohacking. J'aime beaucoup communiquer sur ces outils-là. Avant de chercher à sortir de votre zone de confort, avant de chercher à tricher, avant de chercher à vous doper, cherchez déjà à optimiser ce que vous avez. Oui. Déjà, ça devrait vous mettre physiquement et mentalement au-dessus de la plupart des standards de vos disciplines. Donc la question, c'est jusqu'où on est obligé d'aller après. Parce que finalement, si on est déjà, par l'entraînement et par certains réflexes, au-dessus du lot, on n'a peut-être pas besoin d'aller s'abîmer la santé, le portefeuille et de prendre des risques de contrôle pour aller chercher plus loin. On peut se concentrer sur d'autres choses. Et les autres choses, en général, c'est plutôt des paramètres technico-tactiques qui sont en réalité beaucoup plus riches de progrès, d'adaptation. Oui. Donc, quand je vois le nombre d'athlètes dopés sur les réseaux, le nombre d'athlètes qui respirent, par exemple, simplement ça, je me dis que là, il y a un coup à jouer, tu vois. Le nombre d'athlètes qui s'entraînent en dehors de leur zone de confort, même sans parler de dopage, simplement de no pain, no gain, tu vois, qui vont aller se faire hyper mal sur des séries hyper violentes, avec des techniques hyper compliquées. Je me dis, mais est-ce que déjà, tu as cherché à optimiser ton potentiel? Est-ce que tu as récupéré l'intégralité de ta mobilité? Est-ce que tu as tout ton mouvement? Parce que si tu as tout ton mouvement, déjà, tu vas pouvoir générer plus de puissance motrice sans même augmenter tes niveaux de force. Simplement parce que tu as plus de temps pour accélérer ton mouvement et plus de temps pour le freiner. Est-ce qu'ensuite, tu as amélioré la qualité de tes appuis? Si tu as amélioré la qualité de tes appuis, alors tu génères plus de force, plus de puissance sans développer tes paramètres de force et de puissance. C'est tout de suite. C'est du hacking. Est-ce que tu as encore une fois respiré? Si tu as respiré, que tu sais maîtriser ta respiration, alors tu sais prendre le contrôle de ton système sympathique ou parasympathique, de ta respiration, de ton activation, de ta concentration. Et tu vas peut-être même pouvoir impacter ton intensité de travail différemment, uniquement par la façon dont tu vas respirer. Et là, on ne parle plus de contraintes mécaniques, on ne parle plus de contraintes physiologiques, on ne parle plus d'endurance, on parle d'autre chose encore avant tout ça. Et souvent, je constate que les gens n'ont pas mis les choses dans l'ordre. Ils vont commencer carrément par le dopage. Tu vois. Déjà, développe ta force. Puis avant ça, développe ta mobilité. Et puis avant ça, développe ta respiration. Ouais, mais ça fit avec tout ce qu'on a dit, que c'est une substance magique en tant que telle. Donc, je n'ai pas à travailler, je le prends et puis magiquement, je vais devenir performant. Mais effectivement, que les dopages qu'on voit comme étant pas des grands succès, mais dans le sens les athlètes qui sont des machines qu'on découvre qui sont dopés, ont dû passer sûrement par tous les paramètres que tu viens de dire, étaient déjà d'excellents athlètes avant le dopage. Le dopage vient juste les mettre sur une autre catégorie après. Mais si tu te dopes mais que tu fais rien, ça ne changera rien là, au final. Là. Donc ça, je pense qu'il faut aussi faire attention dans notre discours. Petite question plus d'ordre légal, je sais pas si tu vas réussir à me répondre, mais en tant que professionnel, pour ceux qui nous écoutent, autant pour toi avec les athlètes, c'est quoi ta responsabilité légale par rapport à un athlète qui se dope? Si tu le sais. Non, je la connais pas. Je peux te répondre sur la responsabilité morale. C'est vrai que... Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe dans quel cas de figure? Qu'est-ce qui se passe quand la personne est... Je pense que c'est pas la même chose d'avoir quelqu'un qui consomme et d'avoir quelqu'un qui distribue et revend dans son centre ou autour de soi. Je pense que déjà c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes sanctions, c'est peut-être même pas les mêmes codes. Mais bon, je suis pas assez spécialiste en la matière. Peut-être vous réagir en commentaire s'il y a des gens qui sont spécialistes. N'hésitez pas à nous éclairer là-dessus.
La responsabilité morale, c'est évidemment de ne pas regarder ailleurs, évidemment de mettre les pieds dans le plat. Je pense qu'il ne faut pas laisser passer ça. Je pense qu'il faut d'abord parler, ensuite chercher de l'aide et de la médiation. Donc parler avec la personne en direct et ensuite aller chercher des relais de communication différents parce que on n'est pas forcément le mieux placé toujours pour prendre la parole là-dessus. Donc il faut multiplier. Et une fois qu'on a épuisé tous ces relais de médiation et de contrôle, il faut dénoncer en fait. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à arrêter ça coûte que coûte. Ouais. Excellent. Mais premièrement, merci beaucoup Aurélien de t'être joint à nous pour parler de dopage. Est-ce que tu veux nous laisser sur une phrase de fin, quelque chose de punchy? Le punchy, c'est... on cherche la recette miracle. Ouais. Elle existe. Elle existe et elle est dans l'entraînement dur, chaque jour après jour. Voilà. Ouais. Elle est miracle, mais elle n'est pas magique. Ouais. Donc, commencez par vous entraîner, commencez par vous mettre au travail. Faites confiance aux méthodes d'entraînement qu'on expérimente depuis des années, aux méthodes de récupération. Observez à quel point la nutrition, la respiration, la concentration, la méditation et évidemment les méthodes d'entraînement conventionnelles en poids haltère et endurance peuvent transformer complètement votre corps et votre esprit. Observez déjà ça avant de passer à des trucs autre chose dégoûtants. Merci beaucoup. Merci à tous de vous être joints pour ce podcast-là. Comme toujours, on va en refaire plusieurs. Si vous avez des sujets ou si celui-ci vous a hyper intéressé, n'hésitez pas à commenter ou à nous écrire en privé. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet, vous pouvez communiquer avec Aurélien ou avec nous directement. On va vous référer vers des liens ou vers les choses qui nous a permis de faire ce webinaire, ce podcast aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup Aurélien. On se reparle assez rapidement pour un autre podcast, tout simplement. C'était un grand plaisir, Étienne. Je reviens quand tu veux. Merci à tous. Ciao.